Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et bonjour et bienvenue pour vous qui nous rejoignez peut-être juste maintenant sur ces routes de l'été. Notre rendez-vous riche d'histoires humaines, riche de décors insolites, de rencontres plutôt savoureuses. Je vais vous donner le premier rendez-vous qui va débuter dans quelques instants. On va faire un tour du monde pas comme les autres. Il sera à pied, à vélo, à la rame. Il s'agit de Thierry Corbarieux et son fils Yann qui ont traversé les océans et les continents pour une grande cause, lutter contre la mucoviscidose. Ils rentrent tout juste de cette grande aventure hors norme et Thierry sera avec nous en direct pour nous raconter toute cette aventure. Puis on prendra la direction du Tarn pour un western. Hi-ha, sans quitter la France. Vous avez toujours rêvé de dormir dans un saloon, dans une cabane de trappeurs. Au camping Les Ozérales, c'est possible. Et son propriétaire, Vincent, va nous ouvrir les portes de ce décor de film grandeur nature et de cet hébergement pour les vacances un peu atypiques. Et puis juste après, à midi moins le quart, je vous invite à l'une des tables étoilées de France les plus réputées. Lui aussi est exceptionnel, de tendresse pour l'humain, d'humanité pour les autres. Il fait travailler beaucoup de jeunes et de producteurs qui sont même dans le besoin. Il s'appelle Christophe Hay. Il est installé à Blois. Il sublime les produits de la Loire. Il cultive lui-même d'ailleurs une partie de ce qu'il sert dans les assiettes. Une cuisine du terroir, responsable et engagée. Et un chef pas comme les autres qui sera invité sur Sud Radio. Vous êtes avec nous. Merci d'ailleurs d'être sur Sud Radio. C'est Jamel qui réalise cette émission et Manu qui vous attend au standard au 0826 300 300 où vous êtes convié, voire invité pour réagir à tout ce qui se dit dans ce rendez-vous. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Thierry Corbarieux et son fils Yann vivent au sud de Toulouse. Ils sont arrivés place du Capitole le samedi 14 juin 2025. Après avoir parcouru le monde pendant 7 mois, une performance sportive mais surtout solidaire, ils ont récolté des fonds pour l'association KO la Muco qui lutte contre la mucoviscidose. C'est une des maladies rares et génétiques qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif, Clément Barguin. Oui, en France, environ 200 enfants atteints de mucoviscidose naissent chaque année. Plus de 7500 patients ont été recensés en 2021, dont plus d'un tiers sont des enfants. La moyenne d'âge des patients est d'environ 25 ans. La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques héréditaires. C'est l'altération de la protéine CFTR, cystic fibrosis transmembrane régulator, chargée d'assurer la fluidité de ce mucus. En fait, le mucus, qui est anormalement épais, colle et cela provoque une augmentation de sa viscosité. Ce manque de fluidité entraîne l'obstruction des canaux au niveau des organes concernés et une accumulation dans les voies respiratoires et digestives. Les bronches peuvent s'encombrer et s'infecter. Les voies et canaux digestifs peuvent aussi être obstrués, ce qui provoque des troubles digestifs et hépatiques. Alors à ce stade, à ce jour, il n'y a pas de traitement curatif, mais beaucoup de progrès ont été réalisés, notamment au niveau de la prise en charge des malades. L'espérance de vie moyenne est aujourd'hui comprise entre 40 et 50 ans, alors qu'elle n'était que de 5 ans dans les années 60, d'où l'importance de soutenir les projets de recherche scientifique en faisant des dons, notamment aux différentes associations. Merci beaucoup Clément Barguin. Évidemment, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Vous êtes vous-même touché par la mucoviscidose. Vous avez quelqu'un de votre entourage également qui l'est. N'hésitez pas à venir partager votre quotidien avec nous sur Sud Radio. Bonjour Thierry Corbarieux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez terminé un tour du monde à la rame, à vélo, à pied pour cette cause de mucoviscidose. 7 mois à la force des jambes et des bras. C'est quand même un exploit physique, mais surtout ce grand défi solidaire. On va revenir évidemment ensemble sur cette folle aventure humaine. Je voudrais déjà en connaître la genèse. Eh bien, écoutez, c'était un projet que j'avais de longue date, que je voulais faire tout seul à l'origine. Et puis mon fils un jour a émis l'envie de pouvoir partager ce projet avec moi. Alors au début c'était non catégorique parce que c'était trop d'engagement. Et puis en discuter avec la maman et un peu de réflexion et surtout avec Yann qui est mon fils. J'ai dit oui, pourquoi pas, viens avec nous, viens avec moi, partager cette expérience extraordinaire. Et ça a été le cas pendant 7 mois. Pourquoi votre fils? Parlez-nous de votre fils Yann.
Mon fils était mon plus jeune fils et il venait de terminer ses études dans l'immobilier, il venait de passer son BTS et puis il avait envie avant de commencer son parcours professionnel, il avait envie de vivre autre chose et il avait la chance d'avoir ce projet qui s'ouvrait à lui puisque ça faisait 2 ans et demi que je lui en parlais, qu'il était au cœur même du projet puisque c'est un projet aussi familial. Hein. On peut pas faire ça tout seul de son côté. Et donc voilà, il avait envie de vivre cette expérience et de partager ça avec son père et puis aussi pour la cause de la mucoviscidose. Il savait que j'étais parrain depuis quelques temps et pour lui ça avait du sens de faire un projet de la sorte, de vivre ça avec son père mais aussi pour les autres et c'est ce qu'il a pu faire pendant cette aventure extraordinaire. Parrain d'une association ? Oui, tout à fait. Je suis le parrain de l'association Kaola Muco qui œuvre toute l'année avec ses bénévoles pour que les malades atteints de cette maladie puissent vivre leurs rêves grâce à des dons récoltés toute l'année. Donc les malades ont des rêves, ils les donnent à l'association et eux les financent. Et voilà, donc l'intérêt de nous, on allait vivre le nôtre, quelque part, notre rêve de faire ce tour du monde. Et il y avait du sens dans le fait que nous, on puisse récolter des dons pour que les malades puissent aussi vivre leur rêve. Et ça, c'était vraiment très important pour nous. Vous avez mis le pied sur place du Capitole, c'était le 14 juin dernier, après ces 7 mois de ce tour du monde hors norme, 7 mois avec vélo, rame, à pied, enfin vous avez fait vraiment quelque chose d'incroyable, on va en parler un peu plus en détail. Qu'est-ce que vous avez par contre ressenti quand vous avez enfin posé le pied au sol après cette grande aventure en compagnie de votre fils ? C'était plein de mélanges, des émotions très très fortes parce que la boucle était bouclée quelque part, mais c'était surtout, je me disais, mais il aurait pu arriver tellement de choses sur le parcours, mais non, on a réussi malgré les aléas qui faisaient partie aussi de l'aventure. On est arrivé au bout, on est arrivé sans trop d'encombre et prendre mon fils dans les bras sur la place du Capitole et voir toutes ces images qui passent à un clin d'œil et me dire surtout, je lui ai fait faire le tour du monde et on l'a fait ensemble, on l'a partagé avec ses mauvais moments et c'est bon surtout qu'il faut retenir et surtout ce partage avec tous les gens qu'on a pu rencontrer sur le parcours. Alors c'était un mélange énorme d'émotions bien sûr, mais c'était surtout ce dont aussi je voulais le faire avec lui, c'est qu'il voit un peu le monde avec un autre œil, un œil d'aventurier, un œil un peu plus à l'intérieur des populations, puisque c'était le but aussi, qu'on les rencontre au maximum et qu'il voit des fois qu'on a des a priori sur les gens, mais au final il s'est rendu compte que c'était une somme incroyable de gens bienveillants qui nous ont aidés pendant tout le parcours et qui ont pu communiquer leur amour aussi sur notre chemin chaque fois qu'on avait besoin et c'est ça que qui se mélangeait un peu dans ma tête, des émotions fortes, très fortes. Thierry Corbarieux et son fils Yann qui ont fait ce tour du monde à la rame, à vélo et à pied pour cette cause de la mucoviscidose. Restez avec moi Thierry parce que au 0826 300 300 vous savez que on vous ouvre l'antenne et que vous pouvez venir témoigner selon les sujets, poser des questions, partager votre avis. On a Baptiste qui est avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous vouliez, vous l'avez dit à Manu, tirez votre chapeau à ce papa. Ouais. Je lui tire vraiment mon chapeau. Je suis à la fois bouleversé et impressionné par son témoignage. Il se trouve que j'ai un ami très proche qui a aussi sa fille Marie qui est atteinte de la mucoviscidose et que depuis de nombreuses années, il fait aussi ce genre de projet pour attirer l'attention sur la maladie, pour collecter des dons et pour soutenir la recherche. Et je suis absolument... je viens d'avoir une fille, moi, qui a 7 mois et qui est, je touche du bois, en parfaite santé. Et je suis impressionné par votre auditeur et par mon ami et par leur combat, leur détermination. Et vraiment, je leur souhaite... Je vois que la recherche fasse des progrès et qu'on puisse trouver un moyen pour que vos enfants vivent avec cette maladie et s'en sortent, tout simplement. Thierry, vous réagissez comment ? Parce que vous voyez, quand Baptiste vous dit qu'il est impressionné, vous impressionnez par ce que vous avez fait ? Alors moi, je voulais pas impressionner personnellement. Moi, ce que je voulais
peut-être que ça avait du sens pour peut-être donner envie aux autres, être inspirant, comme on dit souvent. Mais voilà, ça a du sens pour moi, être inspirant pour faire une aventure. Comme je dis souvent aux écoles qui nous suivaient, dites à vos parents de faire une petite aventure autour de chez vous. Prenez un petit sac à dos, longez le bord du canal et vous verrez, ça sera une belle aventure. Passer un week-end. Voilà, ça me parle. Vous voyez, d'être inspirant dans ce sens. Après, bien sûr que on a la chance. Moi aussi, j'ai 3 garçons et j'ai la chance d'avoir des garçons en pleine santé. Mais il faut pas oublier tous ces malades qui eux luttent au quotidien, et pour les avoir vus régulièrement à l'hôpital, et puis faire aussi des actions en montagne avec eux pour leur donner aussi le goût du sport, parce que c'est important pour eux. Voilà, il faut pas l'oublier. Moi, je le vois au quotidien quand je fais des sorties avec eux, mais c'est toujours des enfants ou des adultes, bien sûr, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant le progrès est important, donc leur espérance de vie est beaucoup plus importante. Donc il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adultes. Mais je vois souvent des enfants plutôt parce que bon, c'est ma fibre aussi. Je suis papa et je les vois plus facilement. Et donc quand je discute avec eux, je leur dis faites, comme je disais, faites une petite aventure, partagez quelques heures, quelques moments, déconnectez-vous complètement, allez dans la nature, faire un petit campement pas loin de chez vous, et vous verrez que aussi on n'est pas obligé de faire un tour du monde, mais c'est fabuleux quoi. Et c'est ça qui a du sens pour moi. On va vous retrouver, Thierry Corbarieux, avec votre magnifique histoire, avec votre fils Yann, ce tour du monde incroyable. J'aimerais que l'on rentre un petit peu dans ce tour du monde après, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Les étapes que vous avez faites, comment vous êtes préparé. Vous parliez de mauvais moments, mais vous parliez de bons aussi. Voilà, vous racontez tout cela. Merci à Baptiste d'être intervenu au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas aussi à réagir sur la page Facebook de Sud Radio, où Brigitte nous dit beaucoup ont découvert cette maladie lors du décès de Grégory Le Marchal, qui a effectivement fait un gros focus sur la mucoviscidose. Vous voulez réagir comme Baptiste, vous nous rejoignez au téléphone ou sur Facebook. Thierry, vous restez avec moi parce que vous êtes déjà vous un sportif de l'extrême, un aventurier de haut niveau. Vous êtes vous-même trailer. On va rentrer un peu plus en détail dans quelques instants sur ce tour du monde pas comme les autres. Sud Radio. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Un voyage sportif à pied, à vélo, en bateau, et ce sans assistance, c'est important de le préciser. Il me précise, Thierry Corbarieux, on a ramé sur notre embarcation de 7 mètres en se relayant toutes les 2 heures pour traverser l'Atlantique depuis les Canaries, etc., etc. Bienvenue dans cette émission. Sud Radio vous écoute, où vous venez vous raconter vos quotidiens, raconter vos vies, quel que soit ce que vous avez envie de nous dire. N'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez participer. Et si vous voulez parler de quelque chose que vous avez vécu, vous pouvez nous écrire je participe @sudradio.fr, ou simplement vous mettez Manu au téléphone au 0826 300 300. Nous sommes avec cet homme incroyable, Thierry Corbarieux, qui est sportif de haut niveau, qui est avec nous et qui vient de boucler ce tour du monde avec son fils. Merci d'être avec nous déjà, Thierry, et je vous ai proposé, il y a de cela quelques instants, juste avant notre pause, que vous nous racontiez ce voyage incroyable, peut-être ces bons moments, mais aussi les moments un peu compliqués, et cette transmission, mais aussi ce que vous avez vécu avec votre fils, parce que là, ça a été quelque chose d'extrêmement intense. Alors donc on est parti de la place du Capitole en novembre, le 8 novembre, et on a commencé par le vélo pour traverser toute l'Espagne et arriver à Cadix, où on prenait un ferry avec notre embarcation. Donc on nous avait amené, un ami m'avait amené l'embarcation sur une remorque. On a pris donc 2 jours et demi de ferry pour traverser toutes les îles, aller à l'île la plus au sud des Canaries, El Hierro, tout particulièrement, et on a traversé donc l'Atlantique jusqu'en Guadeloupe, donc 5000 km à la rame, où on s'est relayé, comme vous le dites, toutes les 2 heures, mais ça c'était approximatif parce que il y a eu des moments où on a eu la fatigue, et donc là c'est l'autre qui devait compenser, et ça c'était ça un peu le sens même du projet aussi. Et sans assistance. Alors là, c'était sans assistance, oui, bien sûr. C'était l'Atlantique. On est partis tous les deux, sans assistance, avec une petite embarcation de 7 mètres, un aviron de mer, comme on l'appelle, et 1,70 m de large. Et on avait juste une cabine pour dormir et pour nous mettre à l'intérieur quand il y avait des tempêtes, ce qui a été le cas 4 jours après notre départ. On a eu une tempête qui a duré 4 jours, et où on a eu des vagues par moment qui étaient pas loin de 6 mètres. Et ça a été terrible parce que on devait rester enfermé,
mais on a eu un double problème, c'est que comme il y a eu 4 jours de tempête, nos panneaux solaires qui alimentaient nos batteries, il n'y avait plus de batteries, il nous restait 9% et il fallait plus descendre le niveau des batteries, donc on a été obligé de sortir à l'extérieur pour pouvoir piloter le gouvernail, et on pouvait plus le mettre en pilote auto parce que quand il y avait des grandes vagues, ça servait à rien de ramer, c'était trop dangereux. Donc, mais malgré tout, on a été obligé de pendant ces quelques jours piloter quand même le gouvernail pour avoir la bonne direction à la main. Et puis voilà, et puis s'enfermer quand vraiment c'était trop dur. Et puis après ça s'est calmé, on a alterné, donc par moment difficilement, par moment c'était portant. On faisait environ une centaine, voire 150 km quand il y avait de bons courants par jour. Et puis voilà, donc on a appris à se redécouvrir avec mon fils parce que bien sûr on vit ensemble, donc on se connaît, mais c'est dans ces moments-là où on va au maximum de ses capacités. C'est là qu'on peut être usé physiquement, mais surtout mentalement. Et c'est là qu'on va chercher tellement loin qu'on se met tout nu, comme on dit. Et là, on s'est redécouvert tous les deux. On s'est redécouvert sur le bateau avec des moments exacerbés par l'effort et là on a dû jouer de solidarité par moments, comme dans la vraie vie, on s'est crié dessus parce que on n'en pouvait plus et le moindre chose était une étincelle, mais après tout rapidement on s'est retrouvé dans l'objectif et le projet pour arriver en Guadeloupe, une arrivée extraordinaire au bout de 50 jours. 50 jours de plaisir quelque part parce que on avançait, on voyait qu'on allait atteindre notre but et ça c'était incroyable. Et là toute la famille qui nous attendait sur le pont sans nous avoir dit qu'ils étaient là, ils hurlaient, ils étaient tellement soulagés dans un premier temps et contents de nous voir, que nous ça nous a beaucoup émus. Bien sûr on s'est reposé un peu puis après on est reparti en plein hiver à New York. De New York à Los Angeles, 5400 km de vélo, en plein hiver. En plus, on a eu une vague de froid qui nous est tombée dessus. Et même dans le Texas, il y a eu des températures négatives quand on est passé. Et là, ça a été terrible. Et le deuxième jour, ça a été un moment très difficile parce que Yann a été percuté par une voiture. Il a été projeté contre un trottoir à quelques mètres de son vélo et heureusement plus de peur que de mal. Après 4 heures d'examens médicaux, on a vu qu'il n'y avait rien de cassé mais beaucoup de contusions. Il s'est reposé pendant 2 jours dans le camping-car. Là on avait une assistance aux États-Unis. On avait des amis qui partageaient notre projet avec nous et qui nous assistaient. Nous on était en vélo et ils nous faisaient les relais pour pouvoir dormir la nuit dans un camping-car et avancer. Lui s'est reposé pendant ces 2 jours comme je disais et pour revenir après avec moi et continuer l'aventure jusqu'à Los Angeles, voilà qu'on a traversé donc en 38 étapes toutes les États-Unis. Et puis là, tout le monde est rentré à la maison, notre équipe d'assistance, et nous, on a pris un avion. On n'a pas traversé le Pacifique à la rame comme on aurait souhaité. On a traversé un avion. On est allé en Mongolie, donc Ulaanbaatar, et là, on était sur la fin de l'hiver. Quand on est arrivé, c'était aussi encore négatif. On est allé jusqu'à -17. On a fait la Mongolie, donc en plein hiver, très sauvage, avec de la neige, de la glace. Mais à pied, c'était là. Incroyable. Ouais, non, en vélo, Aussi. en vélo, et D'accord. en vélo, on dormait dans des yourtes avec un accueil des fois dans des yourtes, des fois dans des écoles. On avait compris que la petite supérette du petit village, c'est là où c'est qu'on avait les points de rencontre. Et on demandait un logement pour le soir, et des fois c'était chez l'habitant, des fois c'était dans des écoles comme je disais. C'est Pékin Express votre truc. Hein. Ah ouais, mais c'était fantastique parce qu'on a fait des rencontres phénoménales. Les gens, en plus en plein hiver, il n'y avait pas de touristes. Hein. On n'a pas vu pendant 2 mois et demi d'Occidentaux sur notre parcours. C'était vraiment des régions très reculées. Et ensuite, on est allé en Chine, dans la province Xi'an, qui est une province qui était où c'est qu'il y avait des Ouïghours. Et les Ouïghours, c'est une région qui a été oppressée par les Chinois. Et dans cet endroit-là, il n'y avait pas beaucoup de touristes là non plus, mais beaucoup de questionnements. Les gens, ils nous voyaient, et quand on leur parlait de notre projet père et fils, de suite, c'était un accueil fantastique, avec beaucoup de questionnements, et ils nous parlaient de leur vie, on parlait de la nôtre, et là, c'était un échange permanent, où on a fait énormément de photos, des rencontres fabuleuses. Voilà, puis on a continué sur le Kazakhstan, qui a été notre
pays de cœur, on dira, avec Yann, parce qu'on ne s'y attendait pas. Et là, on a le peuple kazakh qui nous a accueillis. Mais alors là, avec et chaque fois qu'on avait besoin, ils étaient toujours présents. Ils nous ont toujours donné beaucoup d'amour et beaucoup de renseignements. Parce que quand on avait besoin, des fois on se perdait. Et ils nous donnaient tout le chemin, quitte à venir faire une vingtaine de kilomètres avec nous en voiture pour nous indiquer, en se mettant devant où c'est qu'il fallait qu'on passe, trouver les bonnes brèches. Et puis voilà, c'était... Voilà, on est passé par l'Ouzbékistan. Mais quel incroyable Thierry, excusez-moi, voilà, j'aimerais vous entendre pendant des heures et des heures me raconter tout cela. Malheureusement, vous savez quand. Voilà, bienvenue dans l'autre réalité occidentale où le temps est toujours compté malheureusement. Mais je vais vous en donner un peu plus que prévu parce que c'est incroyable. Vous m'avez fait voyager là. On rappelle, parce qu'on l'a pas fait depuis le début qu'on se reparle, que c'est pour la bonne cause, et que c'est pour l'association KO Muco contre la mucoviscidose, qu'il y a une cagnotte Litchi que l'on peut continuer à découvrir et donc mettre des dons dessus. Mais c'est incroyable, du coup, pour revenir à ces différentes populations que vous avez rencontrées, ces différentes cultures. Là aussi, j'imagine, vous qui êtes un trailer de l'extrême, parce que quand même, vous êtes habitué à ce genre de sport de très haut niveau, voire d'extrême, votre fils un peu moins. Et vous avez été en contact avec des choses que vous ne connaissiez pas du tout. Des gens. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Alors moi, effectivement, j'ai l'habitude de faire des très très longues distances, puisque moi, je suis spécialiste des courses polaires. J'ai fait jusqu'à 1600 km en traversant l'Alaska avec un traîneau et des tennis de course à pied. Donc, je suis habitué à ce genre de choses. Mais ce que j'ai été surpris d'abord, ouais, c'est vrai. Et oui, il faisait moins 40 bien souvent. Et donc, j'étais surpris. Mon fils n'avait aucune expérience, il avait 20 ans, aucune expérience, même je savais qu'il avait quelques prédispositions, sinon je n'aurais pas accepté. Mais lui a réussi à trouver de suite comment faire. Et moi, j'ai eu besoin d'une vingtaine d'années d'expérience. Lui, même si je lui en parlais, même si j'étais là pour l'accompagner, il a eu un courage extrême de pouvoir tenir chaque jour. On faisait, quand on était en vélo, la moyenne c'était entre 140 et 150 km par jour, avec des conditions difficiles, hivernales, même des fois hivernales, même du vent de face pendant très très longtemps. Et il a trouvé cette énergie pour toujours avancer, sans se plaindre, toujours voilà. Et puis en plus, les rencontres qu'il a fait, je vous parlais du Kazakhstan, mais c'est vraiment, il y a une anecdote où il avait crevé les 2 pneus, c'était je sais plus combien de crevaisons dans la journée, mais il s'arrête, il parle à un Kazakh, qui le Kazakh, lui, il l'amène carrément chez quelqu'un, il le met son vélo dans sa voiture, il dit t'as crevé les 2 pneus, je vais te le réparer. Il l'a amené chez quelqu'un qui n'avait pas de magasin, il n'y avait pas de magasin, on était vraiment isolés. Et là, ils ont réparé son vélo, ils l'ont ramené sur la route pour qu'il puisse revenir avec moi. Mais c'est des rencontres incroyables, tout ça. Ça l'a changé. Ça l'a changé votre fille, Jim. Enfin, changé. Complètement. Comme je dis, je suis parti avec un jeune homme, et là, je suis arrivé avec un adulte, quelqu'un qui a compris le sens du voyage. Et c'est ça ce qui était important. Le sens du voyage, c'était bien sûr le côté sportif, parce qu'on aime ça, mais c'était surtout les échanges avec les gens, les rencontres. Et donc il a vu un peu aussi que dans la vraie vie que dès qu'on a beaucoup de bienveillance partout, et malgré les conflits qu'il y a actuellement, il y a quand même aussi des gens qui sont là pour aider les autres, et ça lui a donné beaucoup de maturité dans ce voyage, et ça j'ai beaucoup aimé. Ça de lui redonner confiance en l'humanité aussi un petit peu, ça lui a redonné des valeurs. Alors déjà, il avait besoin d'avoir confiance en lui. Ouais. Paradoxalement, c'était un de mes 3 enfants qui avait besoin d'avoir un peu plus confiance en lui, et ce voyage, il l'a aidé, déjà pour lui personnellement. Et confiance en l'humanité, alors ça, il l'a vu. C'est vrai qu'au quotidien, il n'y a pas eu un moment où on a eu de problèmes. Je dirais sur les 25 000 kilomètres, on n'a pas eu de soucis, je dirais, aucun, avec aucun pays traversé. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein. Je ne suis pas non plus à dresser un portrait angélique de tout, mais je pense que le fait d'être aussi en vélo, d'avoir un papa et un fils, ça parlait aux gens. C'était un vecteur de communication. À chaque fois qu'on les rencontre, je vous dis, et qu'on parlait de notre histoire, de suite ça ouvrait leur cœur,
ils étaient là pour nous aider aussi, bien souvent, parce que ça leur parlait. Ils ont des enfants aussi, et beaucoup de gens me disaient j'aimerais tellement vivre ça avec un de mes enfants, que vraiment merci de ce partage, quoi. Ouais, et comme vous le dites, on n'est pas obligé de faire le tour du monde dans des conditions extrêmes et hivernales comme vous l'avez fait. Moi personnellement, je vais emmener mon fils au bord du Tarn. Non mais voyez, mais je taquine, mais je suis également extrêmement impressionnée et vous avez tout mon respect parce que ce que vous avez fait, la façon dont vous en parlez, surtout aussi ces rencontres incroyables où on découvre les autres cultures, où ça ouvre aussi l'esprit sur le monde, et donc ça l'ouvre sur notre quotidien avec les gens avec lesquels on est tout le temps. Et puis cette lutte aussi pour Kao Muko. Vous avez monté. Alors pour finir, je vais vous demander, vous avez aussi fait ça pour récolter des fonds. Vous avez récolté des sous, et je crois qu'il y a un film qui est en préparation. Exactement, là, oui. Déjà, il y a eu un joli reportage sur Stade 2 qui parle de notre aventure, qui est encore visible sur YouTube, mais aussi, on est en train de faire un film avec un vidéaste qui est venu sur certains points, notamment en Mongolie, parce que c'était des parcours très sauvages, où il a fait des images, mais juste incroyables. Et puis après, il y a beaucoup de nos images à nous, puisqu'on n'avait pas d'assistance sur l'océan, et que bien souvent, il n'y avait personne. Donc, on est en train de monter ce film. Enfin, c'est plutôt lui qui est en train de le finaliser pour début septembre. Alors on ne sait pas trop où sera projeté, mais on en parlera sur les réseaux de façon à ce qu'il puisse se voir au quotidien. Et puis moi je suis en train d'écrire le livre de notre aventure. Ça faisait longtemps que ça me donnait envie. Après, voilà, et je vais raconter un peu tout ce qu'on a pu vivre dans ce livre. Et voilà, il est bien commencé. Ça fait quelques semaines que je suis dessus. Et voilà, donc il y aura... Et puis pour Kao Muko, on peut vous trouver sur internet l'association Kao Muko. Kao La Muko, donc Kao comme Kao, La MUCO. Okay. Et vous pouvez effectivement donner sur cette association, voilà, pour la bonne cause, puisque c'est pour donner des projets, financer des projets pour les malades atteints de cette maladie. Eh bien super. Voilà. En tout cas, on voulait vous donner la parole et que les micros de Sud Radio soient ouverts pour annoncer, raconter votre histoire, mais surtout parler de cette association aussi Kao La Muko que vous avez défendue pendant ce tour du monde incroyable avec votre fils de 20 ans, un tour du monde à la rame, à vélo et à pied. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté cette étape de vie incroyable. Merci beaucoup Thierry Corbarieux qui était sur Sud Radio. Allez, dans quelques instants, on va changer complètement puisque ce sont les détours de vacances à la découverte d'un camping pas comme les autres. Laurence Perrault. Et merci d'être avec nous également sur Sud Radio avec la page Facebook, puisque vous pouvez réagir, être avec nous en direct sur ces routes de l'été. Dans quelques minutes, on va s'arrêter du côté de Blois pour un restaurant, et surtout on va accueillir un chef extraordinaire qui s'appelle Christophe Hay. Et Christophe, lui, c'est un chef étoilé qui met en valeur les produits de la Loire, y compris celui du fleuve, puisque son restaurant s'appelle La Fleur de Loire, et promeut aussi les éleveurs, les producteurs locaux. Il a aussi son propre jardin qui fait pousser ses légumes. Enfin voilà, on a un chef qui est engagé, on a un chef étoilé, mais pas que. Vous allez voir, c'est un sacré être humain aussi, et qui est totalement dans le partage. Mais tout de suite, tiens, on va partager grâce à Colin un joli camping. C'est notre rendez-vous des hébergements un peu insolites de l'année. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Pourquoi je vous dis grâce à Colin, c'est que j'ai la chance d'avoir deux jeunes assistants. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont à l'école de journalisme et donc ils viennent passer leur été, travailler avec nous, c'est un vrai bonheur. Puis voilà, Colin, il est chargé de me trouver ce qu'on appelle les hébergements un peu insolites. Bonjour Vincent Lacourège. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Alors c'est Colin qui vous a appelé, et Vincent, vous êtes le camping Les Ozérales. C'est un camping un peu particulier. Alors on va en parler de ce camping qui existe depuis. Vous allez me raconter un peu l'idée, mais vous avez eu une idée un peu sympa, c'est de faire souffler un petit vent de Far West. On est dans le Tarn exactement. Déjà, on va parler du camping. Vous êtes installé là. C'est un camping à la ferme depuis combien de temps ? Alors nous avons acheté ce camping à Rabastens, les Ozérales camping du lac, il y a 2 ans maintenant. Nous sommes sur notre 3e saison. Très bien. Et vous le tenez avec votre compagne, Cataline ? C'est ça. On a acheté ce camping avec ma compagne, Cataline, et notre petit garçon de 3 ans, Valentin.
Ouais, c'est trop mignon. Donc on trouve ce qu'on trouve à peu près de façon classique sur un camping, hein, comme des mobil-homes par exemple. Mais vous avez surtout des allures de western et dont un saloon spa. C'est-à-dire que je vais pouvoir chez vous louer mon hébergement qui va ressembler à un saloon. Il va y avoir un spa. Enfin c'est hi-ha. Oui, c'est un peu ça. En fait, nous sommes un camping traditionnel, comme vous l'avez dit, avec des chalets, avec des tentes, on peut mettre des tentes, des caravanes et des camping-cars, mais nous avons voulu sortir un petit peu en étant originaux et mettre des hébergements insolites, tels que le Mobil Home Saloon, avec le spa privatif. Mais d'où ça vous est venu cette idée? Vous êtes passionné de western? Alors, disons que ce Mobil Home-là, nous l'avions sur l'ancien camping que nous gérions. Et comme il avait du succès, on a décidé de partir des Landes et le rapatrier dans le Tarn, tout simplement. Faites-nous rentrer dans ce saloon spa, faites-nous découvrir, comme si à la radio il y avait des yeux, on pousse la porte, alors déjà visuellement, extérieurement et à l'intérieur. Alors on pousse la porte du saloon et nous avons déjà une grande pièce qui fait office de séjour. On a un toit, puisque évidemment nous sommes dans le saloon. Et dans ce saloon, il y a des frigos, et une machine à laver la vaisselle pour éviter justement les incidents diplomatiques et tout ce qui est combat de Colt. Ensuite, on rentre sur la droite, nous avons un petit couloir où nous avons une première chambre avec lit superposé pour les enfants. Et tout au bout, une chambre pour une suite parentale. Pour les parents. Hein. Oui, mais Vincent, et là, voilà. là vous me décrivez un mobil-home classique. Qu'est-ce qu'il a de saloon? Alors justement, ce mobil-home, effectivement classique, mais avec une décoration et ambiance western. Nous avons le petit comptoir et toute la décoration est faite autour du western. L'extérieur notamment fait penser à un saloon. Vous avez l'impression de voir vous voyez devant vous un saloon et vous rentrez dans un saloon. Et juste à côté du saloon, nous avons le shérif prison. Et le shérif prison, il y a le spa dedans, à l'intérieur. Donc nos clients aiment bien aller en prison, vous voyez. Ils peuvent profiter du spa. Et en face du saloon, nous avons également le chariot. Donc on est vraiment dans un village western. Le chariot, il y a un petit peu plus loin, la cabane du trappeur. Voilà, pour des familles de 4 personnes qui peuvent contempler le lac depuis leur terrasse. On est sur le camping Ozéral. Alors pour ceux qui veulent en même temps qu'ils écoutent l'émission avoir une image un peu plus précise, je vous propose d'aller sur le site Ozéral, AUZERALS.fr, c'est le nom du camping. On est dans le Tarn, on est où exactement? Nous sommes à Rabastens et nous sommes au bord du lac Les Ozérales, d'où le nom du camping. Revenons sur, entre autres, ce camping un peu avec des hébergements atypiques. Vous nous avez parlé de ce saloon spa hébergement. Il y a une nouveauté également en 2025, pardon. Oh là là, je retourne dans le passé, moi. Et vous n'avez pas un lodge sur Pilouty? Alors voilà, nous avons beaucoup de familles qui nous demandaient pour 6 personnes, 7 personnes, voire jusqu'à 9 personnes. Alors plutôt que de louer 2 chalets, l'idée nous est venue de carrément acheter un lodge familial où on peut aller jusqu'à 9 personnes. Donc là, il s'agit d'une tente, une grande tente sur pilotis. Et l'intérieur, vous avez 2 chambres, donc une grande chambre avec un grand lit, une autre chambre avec un grand lit et au-dessus un petit lit, donc lit superposé, et 2 clic-clacs pour accueillir donc des grandes familles. Et si on déroule donc le devant de la toile, c'est une très grande terrasse. Et vous avez de vues imprenables sur le lac depuis ce lodge. Très bien. Comment les puristes du camping, d'ailleurs, c'est qui vos campeurs? Qui vient? Alors nous avons une clientèle française en majorité, mais nous avons également une clientèle étrangère. Actuellement, nous avons des Hollandais, on a eu des Canadiens, on a eu des Belges, des Allemands. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu ce type de clientèle. Mais on a également des ouvriers qui viennent sur notre camping quand il y a des chantiers pas très loin. On a des randonneurs du chemin de Compostelle, puisqu'il y a une voie de la voie de Conques-Toulouse qui passe à proximité. Nous avons encore quoi d'autre, mis à part les familles. Voilà, en gros, et des locaux. Cette année, nous avons beaucoup de locaux qui viennent de Toulouse, de Albi,
de brouiller. Il y a une grande tendance actuellement sur des gens qui ne vont pas faire des kilomètres en voiture et qui préfèrent se poser dans un camping. Et j'avais eu aussi le témoignage du côté de la Lorraine de gens qui allaient camper à 4 kilomètres de chez eux, mais parce que c'était déjà un joli voyage en soi, il n'y avait pas besoin d'aller très loin. D'ailleurs, je voudrais qu'on parle aussi de ce que vous instaurez. Alors, attention, je dis bien instaurer, non pas imposer, et vous allez voir pourquoi j'en parle ainsi. C'est qu'il y a 0 onde, pas de Wi-Fi. Si on veut avoir accès au Wi-Fi, il y a une petite salle spéciale dans le camping, mais sinon, il n'y a pas de Wi-Fi, on est vraiment déconnecté. Exactement. Nous avons fait le choix d'avoir le Wi-Fi parce que maintenant il est important quand même. Les gens ont besoin de se connecter avec leur famille et avec peut-être certaines fois au travail. Donc nous avons cette zone uniquement à l'accueil et tout le reste du camping effectivement est hors zone Wi-Fi. Il y a une petite forêt qui est à côté, le lac, et donc je pense qu'il y a suffisamment de choses pour... et l'année prochaine, j'ai oublié de le dire, la piscine municipale sera réouverte en 2026. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Vous n'êtes pas loin de la gare, on peut venir à pied en fait, hein? Oui, c'est ça. La Rabastens est à 3 km du camping. Oui, donc ça va. Ça se fait vraiment bien. Merci beaucoup, Vincent. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation à vous. Vincent Lacourège, co-gérant avec sa compagne Cataline de ce camping, les Ozérales. Les Ozérales, c'est ouvert jusqu'au 1er novembre pour les infos pratiques. C'est à Rabastens. C'est à 2 pas de la gare, on vous l'a précisé, de Rabastens pour venir sans voiture. Vous venir à 3 km, faut pas non plus venir avec 15 kilos de bagages, mais bon, vous organisez. Et puis surtout, si vous avez envie de ce fameux lodge Saloon Spa, n'hésitez pas à le réserver un petit peu en amont. Sinon, il y aura toujours de la place. Allez, dans quelques instants, après le Tarn, je vous propose de remonter du côté de la Loire à Blois. Sud Radio. C'est à Fleur-de-Loire avec Christophe Hay qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour chef. Chef 2 étoiles au guide Michelin, plus une étoile verte également. Le restaurant, vous avez aussi 4 toques du côté de Goemio. Alors aujourd'hui, c'est pas toutes les étoiles et toutes les toques que j'invite, c'est aussi l'homme, parce que derrière votre toque de chef, il y a un homme assez incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer. Déjà, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, Christophe. Vous pratiquez en cuisine, vous, c'était une passion dès le début de l'enfance ? En fait, je suis issu d'une famille agricole, donc voilà, je pense que tout ce temps qu'on est, quand on est plongé comme ça dans une ferme, on a ses repas de famille, on a ses produits. Ma grand-mère avait un jardin magnifique, donc on avait accès à des goûts et à des choses assez uniques. Elle cuisinait énormément, donc c'est vrai que on va dire dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être cuisinier. Ma maman cuisinait aussi énormément. Mon papa était boucher. Donc j'ai été quand même particulièrement baigné dans les produits. Vous avez un lieu qui est exceptionnel. Votre maison est installée à Blois, au bord de la Loire. C'est vrai que c'est un endroit où on y entre un peu comme dans une poésie. Ça s'appelle Fleur-de-Loire. Vous travaillez avec des produits locaux. Vous avez votre propre jardin. Vous aimez travailler aussi avec ce que vous donne le fleuve. J'aimerais que vous me parliez de la Loire. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous, plus ancrée encore que simplement le mot ? La Loire, c'est surtout un fleuve unique, puisque c'est le seul fleuve en Europe à avoir été classé à l'UNESCO. Elle a été classée en 2000. Quand on a classé la Loire, on a démonté les barrages et les retenues d'eau. Donc aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle libre et elle a retrouvé surtout son côté naturel. Donc en fait, il y a une biodiversité qui s'est mise en place avec des oiseaux, les castors. Voilà, c'est un fleuve qui est unique par la luminosité, par les couleurs qu'on peut y retrouver le matin et qu'on retrouve pas le soir. Et puis c'est surtout une artère principale, on va dire, de la région centre, où derrière on va découvrir et on va avoir la chance de découvrir toutes ces richesses historiques, donc les châteaux bien entendu, et puis le vignoble, puisque voilà les vins de Loire sont aussi en train de monter en puissance, et puis bien entendu on est le jardin de la France, donc c'est aussi pour ça que les rois ont eu cette volonté d'installer tous ces châteaux. C'est surtout qu'on avait beaucoup de productions diverses et variées qui permettaient ensuite de remonter les produits sur Paris. Et puisque vous parlez du jardin de la France, vous avez vous-même, Christophe Hay, pour votre cuisine, votre propre potager, votre propre jardin, mais qui est un grand jardin, dites donc.
Ouais, mais bon, voilà, c'est aussi super intéressant. Blois, c'est une ville de 47 000 habitants, donc petite ville ici en bord de Loire. Quand j'ai vraiment démarré Fleur de Loire, je voulais absolument avoir ce jardin qui soit à proximité. Donc je me suis rapproché de la mairie et puis voilà, ils m'ont proposé des parcelles qui sont là à 500 mètres. Donc j'ai la chance d'avoir 1,5 hectare avec 4 personnes qui gèrent ce jardin, qui s'occupent de ce jardin. Et puis c'est aussi retrouver cette sensation et ce retour à la nature, c'est-à-dire que voir évoluer une carotte, voir évoluer des haricots verts, voir évoluer des tomates, c'est aussi important pour les cuisiniers de se rendre compte du temps que ça peut prendre et puis de pouvoir les récolter au moment où ils vont opportun, où ils vont être au top au niveau du goût, savoir ce qu'on fait. Donc on est sur le principe de la perma, il y a pas de chimique, il y a pas de traitements divers et variés et puis on laisse faire la nature, c'est ça qui est super. Ça vous a valu d'ailleurs une étoile verte au Michelin. C'est pour vous important la traçabilité, le respect des saisons, le respect, vous nous l'avez dit, de la biodiversité. Vous êtes en lien direct avec le produit et je vous connais assez pour savoir que vous êtes également avec ces mêmes valeurs vis-à-vis de l'humain et vis-à-vis des producteurs avec lesquels vous travaillez. Je sais que vous en aidez d'ailleurs beaucoup à survivre parce que des fois c'est pas simple pour eux non plus. Vous avez cet engagement également sur l'humain. L'engagement humain, je pense qu'il était primordial pour moi. C'est des valeurs familiales, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué quand j'étais enfant. Aujourd'hui, le respect, c'est hyper important et on le voit encore plus dans la période où on est. Donc, ça veut dire respecter ses équipes, ça veut dire respecter un terroir, un territoire, respecter l'environnement aussi, essayer vraiment d'être au plus proche de la nature. Et ce respect, il passe aussi par nos petits producteurs qui malheureusement parfois souffrent. Donc, on les a énormément fait travailler pendant la période Covid, puis après on les a un peu oubliés quand même, mine de rien. Et nous aujourd'hui, on essaie vraiment de les aider, de les faire évoluer à nos côtés, de leur permettre aussi de faire des productions pour Fleur de Loire. Donc c'est Fleur de Loire aujourd'hui, c'est quand même 140 personnes qui m'entourent. C'est 2 restaurants, c'est une boutique pâtisserie, c'est un hôtel, une partie spa, un hôtel de 44 chambres. C'est la possibilité de poser son véhicule et de pouvoir ensuite aller à pied, à vélo, se promener. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites autour de ce lieu. Je voudrais qu'on parle un peu de cuisine également pendant cette magnifique rencontre. Et merci parce que je sais que vous êtes ouvert tout l'été. Qu'il est 11h50, que le coup de feu va commencer. Et merci de nous accorder ce temps-là. Vous êtes un peu sorti de votre cuisine. Par exemple, si je vous dis été, là, si je vous dis on est le 7 août, vous me répondez quoi côté goût, côté saveur chez vous, à Fleur de Loire, le restaurant, l'un des 2 restaurants d'ailleurs qui sont situés à Blois? Je pense que le produit phare qu'on mange le plus l'été, c'est les tomates et je pense qu'on en a tous à la maison. On essaie tous de faire des variétés différentes. Moi, ce que j'adore, c'est retrouver justement ces sensations d'enfance. Et quand on me parle d'enfance, on me parle de tarte à la tomate parce que la tarte à la tomate, c'était vraiment le plat de ma grand-mère, le plat de ma maman. Donc, c'était tout simplement une pâte brisée déroulée où dessus, on venait badigeonner de la moutarde et qu'ensuite, on faisait ces petites rondelles de tomates qu'on avait dessalées pendant une petite heure avant de façon à enlever un maximum d'eau et qu'on venait les disposer joliment et on mettait ça au four, allez, on va dire pendant 20 minutes, une demi-heure à 180 degrés et qu'on sortait quelque chose d'assez unique parce que cette tarte à la tomate, on avait cette tomate un peu confite, il y avait un petit peu de jus qui se mélangeait de jus de tomate qui se mélangeait à la moutarde et cette année j'ai vraiment j'ai eu envie de faire une entrée qui soit où on retrouve toutes ces sensations justement de cette tarte à la tomate qui était assez unique et qui nous rappelle plein de souvenirs d'enfance. Et un petit côté régressif qui est toujours très agréable. Parlez-moi d'un poisson de la Loire parce que vous travaillez aussi pour vos poissons avec un pêcheur particulier. Oui, j'ai la chance d'avoir Sylvain Arnoux à mes côtés, qui est un pêcheur professionnel, qui a un secteur qui est des concessions qu'ils ont à l'État. Moi, ce que j'adore, c'est surtout valoriser tous les poissons d'eau douce et tous ces poissons de Loire. La Loire, c'est, comme je l'ai dit, des poissons qui évoluent sur le sable et les galets, donc pas de terre, pas de vase, et vraiment des chairs qui sont particulières, qui sont vraiment douces. Pour le coup, on n'a pas de poissons qui sont forts. Et si j'aurais envie de vous valoriser un poisson en ce moment, je vous parlerai du silure parce que je trouve que c'est un poisson qu'on a longtemps dénigré et qu'aujourd'hui, on commence à entrer dans la tête des gens que finalement le silure c'est hyper intéressant. Et moi, j'adore quand les gens viennent chez moi et me disent
oh là là, on a envie de goûter au silure, il est pas sur notre menu, mais est-ce que vous pouvez nous le faire? Je dis oui, bien sûr, avec grand plaisir. Le silure, c'est comme la lotte, hein, c'est la même texture, c'est la même morphologie. Poisson à vertèbres, 2 beaux filets bien blancs de chaque côté et pas d'arête du tout. Donc très facile en plus à travailler. On peut le travailler exactement sur les mêmes recettes qu'on peut faire avec de la lotte, donc pourquoi pas à l'armoricaine et le travailler en sauce. Mais c'est vraiment un poisson qui est hyper facile en tous les cas. On va revenir sur cette étoile verte que vous avez reçue également. Je rappelle, 2 étoiles Michelin, 2 étoiles et 1 étoile verte. C'est pour vous, c'est essentiel aujourd'hui d'être un chef responsable? Oui, je pense que l'étoile verte, elle était aussi importante. Je pense que quand le Michelin a eu cette très belle idée de sortir les 50 premiers chefs engagés en France, c'était en 2020. Voilà, on était 50 premiers chefs engagés et avec voilà ce côté éco-responsable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas que une storytelling, c'est aussi une vraie volonté et une vraie passion aussi d'être attentif à l'environnement. On a des obligations dans des maisons comme les nôtres, on traite également nos déchets en interne, donc on a un broyeur et déshydrateur, ce qui nous permet de faire des substrats qui sont ensuite réintégrés au jardin. Donc voilà, on est 100% électrique, on utilise des produits éco-labels. Donc il y a plein de choses qu'on a mis en place dans cette maison. Je voulais aussi prouver que sur une maison aussi importante, c'est quand même 5000 mètres carrés de bâtisse, on pouvait aussi avoir une pensée pour l'environnement sans être extrémiste, parce que c'est pas aussi ma volonté. Voilà, je suis pas un extrémiste, mais ce que je veux, c'est aussi quand même avoir cette volonté d'être attentif. Ouais. On entend beaucoup parler, Christophe, et quand on a préparé ce rendez-vous, vous avez accepté que je vous pose la question des difficultés aujourd'hui des hôteliers et des restaurateurs. Est-ce que vous, c'est compliqué du côté de Blois? Est-ce que la situation géographique et historique de cette ville vous permet quand même de bien travailler, parce qu'on a quand même beaucoup de vos confrères qui sont dans le dur? Le plus important, c'est la bienveillance. Ça, c'est primordial, et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, on peut plus leur faire à l'envers. C'est la bienveillance, c'est hyper important aujourd'hui. Être attentif, être à l'écoute. Et une fois qu'on arrive justement à avoir une vraie histoire avec beaucoup de sincérité, les jeunes ont envie de venir découvrir cette histoire. Et finalement, ici à Blois, tout est beaucoup plus facile parce que proximité des grandes villes, on est vraiment entre Orléans et Tours, c'est à 45 minutes d'un côté ou de l'autre. Et puis on est à 1h30, 2 heures de Paris. Donc ici, vraiment, tout est plus facile. Et c'est ça aussi qui, pour moi, m'a permis de pouvoir évoluer en toute sérénité. C'est le fait d'être entouré et d'avoir des grands fidèles. Et oui, combien de vos équipes d'ailleurs que vous avez, les plus anciens, il y avait combien d'années qu'ils travaillent à vos côtés? Ça fait 8 ans, Baptiste Ingouf, qui est mon chef exécutif, ça fait 8 ans qu'il est avec moi. J'ai Suzanne, ma sous-chef, ça fait 5 ans. Voilà, j'ai des grands fidèles, des gens qui sont aussi issus du milieu agricole. Donc ça, c'est hyper touchant aussi pour moi, parce que finalement, notre histoire est la même. Et voilà, ils viennent me rejoindre aussi pour ça à la base. Donc c'est ça qui est chouette. Ouais. Il y a Fréquence sur la page Facebook de Sud Radio qui demande s'il y a des menus végétariens à Fleur de Loire avec vos beaux potagers. J'adore les végétariens, j'adore les véganes, j'adore peu importe aujourd'hui, sincèrement, on peut avoir n'importe quelle obligation de conviction. Étant donné que c'est moi qui prends mes commandes, c'est moi qui vais voir mes convives, et je suis attentif à toutes les demandes. Ça veut dire qu'une personne qui va vouloir du 100% végétal, on va faire. Une personne qui veut surtout pas de lait, pas de crème, pas de beurre, on fait également. Voilà, on s'adapte à toutes les demandes, et du 100% végétal, bien sûr, c'est tout à fait réalisable. Et puis pour conclure, vous êtes un adepte, en tout cas vous m'en avez parlé, la Loire à vélo, c'est vraiment quelque chose de chouette à faire, il faut pas hésiter quoi. En fait, c'est tellement facile aujourd'hui. On a créé des TER où on peut mettre son vélo dedans. On part de Paris, on part avec son vélo, on arrive à Orléans. Et puis, on fait, par exemple, une petite partie Orléans-Saumur à vélo. On découvre les restaurants, on découvre les châteaux. Il y a des guinguettes en bord de Loire. Il y a des petits bistrots. Il y a de la haute gastronomie. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est une découverte qui est magnifique. Je pense que voilà, on fête les 20 ans de la Loire à vélo. Et c'est ça qui est super, parce qu'on a fait un gros effort sur cette partie-là. On est au milieu de la nature et on respire le bonheur. Et puis quelle belle ville, et puis quelle belle table. Merci beaucoup, Christophe Hay.
Bonne journée à tous Merci. et à bientôt en bord de Loire. Oh oui, ça fait trop longtemps que je suis pas venue, moi, pour cette belle plongée dans le Val-de-Loire à travers les plats, vos valeurs, votre équipe, tout ça. Pour tous ceux qui veulent vivre cette aventure, et parce que c'est aussi une belle expérience, un joli voyage que de s'arrêter à la table de Christophe Hay, n'hésitez pas, il y a Fleur de Loire, il y a aussi Amour Blanc, vous le trouvez facilement sur Internet, et si vous passez par là-bas, arrêtez-vous surtout. Allez, dans quelques instants, ce sera le retour de l'info, puis la deuxième heure de Fleur de Loire, ça y est, des routes de l'été. Je vous propose un dossier de l'été, évidemment, consacré aussi à ce qui se passe dans l'Aude. Est-ce que la France a les moyens de faire face aux incendies? On va parler Canadair, mais on va parler aussi de l'Office des forêts, et on parlera aussi d'une assurance qui sera avec nous et qui nous donnera aussi des conseils pratico-pratiques. Sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et nous allons jusqu'à 13h nous promener en compagnie à la fin de notre rendez-vous des escapades de Rémi, qui nous promènera lui aussi sur un joli endroit du côté de Marcillac. Juste avant, je vous propose de découvrir la nature qui va rencontrer l'art. Les sentiers de l'été nous emmèneront en Lozère avec des sculptures en liberté à Altier. Mais tout de suite, et pour notre dossier de l'été, nous allons parler de ce qui se passe bien sûr dans l'Aude avec cet axe que je vous propose. La France a-t-elle les moyens de faire face aux incendies? Et quand on dit la France, il y a évidemment tout ce qui se passe avec les Canadair, avec tout ce qui est flotte pour pouvoir les combattre, mais aussi nous en tant que particuliers, est-ce que l'on peut aussi faire face aux incendies et peut-être en prévention? On en parlera parce qu'on aura également le directeur de l'agence de l'ONF, donc des forêts, et responsable prévention de la Massif, Madame Jeanvrin, qui seront avec nous en deuxième partie de rendez-vous. Mais tout de suite, dans l'Aude, vous le savez, ce feu n'est toujours pas fixé, on en parle, et c'est sur Sud Radio, dans les routes de l'été. Sud Radio, le dossier de l'été. Clément Barguin, les dégâts sont considérables. C'est le plus gros incendie du 21e siècle. Oui, au moins 16 000 hectares de végétation et de pinèdes sont partis en fumée depuis mardi après-midi. Pour vous donner une idée, c'est plus que la surface de Paris. Alors le feu a diminué dans sa progression, mais le combat continue. Les pompiers espèrent pouvoir le fixer dans la journée. Plus de 2000 soldats du feu et 500 engins sont toujours mobilisés dans l'Aude. Incendie qui a fait au moins un mort selon le dernier bilan de la préfecture. Une femme de 65 ans qui a refusé d'évacuer son domicile. 3 personnes sont toujours signalées disparues par leurs proches. Il y a également 2 blessés civils, dont un grièvement, et on compte 11 blessés chez les sapeurs-pompiers. Les dégâts sont considérables. Paysage de désolation dans de nombreuses communes. 36 habitations brûlées ou directement impactées. Beaucoup de terres agricoles également. Ce matin sur Sud Radio, Olivier Verdal, vigneron à Saint-Laurent de la Cabreris, témoignait sur notre antenne. Je peux vous dire qu'à 15 jours de la vendange, là je suis sur une parcelle de carignan où il y a 50 arts de carignan que mon grand-père avait planté. Je peux vous dire qu'il y a 20 souches qui restent qui sont vertes. Voilà. C'est un massacre, c'est une désolation, c'est un massacre. C'est un massacre d'autant plus économique. Je ne sais pas comment on va se relever de ça, surtout qu'on vient de passer 4 ans de petites récoltes, de très petites récoltes, où la sécheresse nous a pris. Voilà les vignerons qui demandent le soutien de l'État. La ministre de l'Agriculture se rendra sur place la semaine prochaine. Au niveau de l'enquête, les investigations se poursuivent. L'origine du foyer a été identifiée. Reste à comprendre les circonstances de cet incident. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie. Merci beaucoup Clément Barguin. Clément Barguin. La France est-elle vraiment armée pour faire face à ces feux d'ampleur? On en parle dans notre dossier de l'été sur Sud Radio, dans les routes de l'été. Je vais déjà vous proposer d'intervenir au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, Manu vous accueille au standard ou sur la page Facebook de Sud Radio. On va accueillir pour commencer ce sujet Sophie Pantel, qui est députée de Lozère, co-rapportrice d'un rapport parlementaire tout juste publié au mois de juillet dernier sur la maintenance et le renouvellement des moyens aériens de la sécurité civile. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Bonjour Madame Pantel. Pourquoi ce rapport a été fait et vous a été commandé ? Alors ce rapport, c'était une demande de mon groupe, c'est dans le cadre des droits de tirage que l'on a pour pouvoir rédiger des rapports dans le cadre du printemps de l'évaluation, puisque avec mon collègue Damien Maudet, nous sommes co-rapporteurs du budget sécurité civile. Que vous disent les pompiers, puisqu'on parle aussi d'actualité, vous les avez eus sur le terrain dernièrement, vous ?
Oui, moi je connais ceux qui sont partis en renfort. En fait, moi je voulais vraiment avoir une pensée pour ces hommes et ces femmes qui luttent au quotidien, une pensée pour la victime, ses proches, et puis tous ceux qui se mobilisent. Et vous avez parlé tout à l'heure de la question de la résilience de la population, et je pense que c'est un sujet pour l'avenir. Et une pensée aussi, je m'accorde avec vous, pour tous nos amis agriculteurs et vignerons et tous ceux qui ont tout perdu, quoi qu'il en soit. Ouais, tous ceux qui sont victimes. Ouais. On va parler de l'état actuel de la flotte française. Est-ce, à votre avis, suffisant? Combien d'aéronefs avons-nous actuellement en tout? Nous, aujourd'hui, la flotte nationale, c'est 60 aéronefs. En fait, on a une flotte qui est dimensionnée pour répondre aux départements du sud de la France, du pourtour méditerranéen. Et aujourd'hui, avec une augmentation de 2 degrés entre 1900 et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un changement climatique. Je le dis, il y en a encore qui sont sceptiques, mais bon, c'est une réalité. Et donc, par exemple, en 2022, ce sont 90 départements qui ont été concernés par les incendies. Alors sont pas tous des incendies avec la même intensité, mais en tout cas on voit bien qu'aujourd'hui tout le territoire national pourra être concerné, et donc il faut non seulement renouveler la flotte, mais il faut pouvoir amplifier les efforts et s'inscrire aussi dans une démarche de solidarité et complémentarité avec la flotte de l'Union européenne. Qui a réagi, je crois, d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, au niveau de l'Union européenne, il y a une stratégie de prévention des risques qui a été adoptée là récemment. Il y a des moyens supplémentaires qui ont été inscrits aussi, et on a ce qu'on appelle le programme Rescue, et qui permet en fait cette solidarité entre les États membres, puisque la Commission européenne finance des appareils aux États membres qui sont candidats, mais évidemment ces appareils sont réquisitionnés si l'un des États membres en a besoin, et la Commission européenne peut récupérer ces appareils. C'est pour ça qu'il est aussi important de pouvoir conserver une flotte nationale suffisamment dimensionnée. Aujourd'hui, on sait qu'on parle des Canadair en particulier, il y en a 12 sur le département de l'Aude. À votre avis, c'est suffisant? Plus les Dash, entre autres, mais... Alors aujourd'hui, on est dimensionné pour répondre aux feux du sud de la France. On a 12 Canadair en effet, avec 2 qui sont en commande qui devront arriver en 2028. On peut dire que c'est peut-être sur ce type d'aéronef sur lequel on a du retard. Sur les Dash, il y en a 8, il y en a 6 qui ont déjà été renouvelés. Et sur les hélicos, on en avait 36. Aujourd'hui, on est à 37 puisqu'il y a eu une commande en 2023 de 40 hélicos qui servent aussi bien à la sécurité civile, donc secours aux personnes, que pour la lutte contre les incendies. Donc 2028, ce qui est relativement proche, 2028-2029 au plus tard, les 40 auront été renouvelés. On a un dispositif 2028, ça vous paraît tard, ou parce que là on est quand même sur une flotte assez vieillissante, non? Est-ce qu'on a un problème? On a une flotte qui vieillit, mais les Canadair, ce sont des avions solides. Le fait que la flotte vieillisse, ça implique en fait une maintenance, un coût sur la maintenance qui est évidemment chaque année de plus en plus élevé, et avec parfois l'obligation en fait de louer des appareils. Aujourd'hui, l'État français a 2 contrats et peut louer jusqu'à 16 appareils supplémentaires. Donc on a les 60 en flotte nationale, et nous pouvons en louer 16 de plus. Mais lorsque en fait le climat change, les besoins sont les mêmes partout, et donc ça veut dire que petit à petit en fait on aura aussi des tensions sur la location. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est puisqu'on a pris un peu de retard sur le renouvellement des Canadair, réorientons finalement les moyens financiers pour soutenir une filière française, retrouver de la souveraineté sur la flotte aérienne, en particulier sur les bombardiers d'eau, d'autant plus qu'on a des entreprises françaises qui avancent bien et qui seraient en mesure, avant 2030, de proposer les premiers bombardiers d'eau. Oui, parce que Sophie Pantel, vous qui êtes députée socialiste de Lozère et co-rapportrice du rapport parlementaire sur la maintenance des Canadair, vous proposez de sortir de la dépendance, entre autres, à une entreprise canadienne qui est Havilland. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'une seule entreprise dans le monde qui s'appelle De Havilland, qui est donc située au Canada, comme vous venez de l'indiquer, qui est dans une situation de monopole. Et donc, en 2022, lorsque le président de la République a annoncé le renouvellement, en fait, l'achat de 16 Canadair, le renouvellement de 12 plus 4, entre le moment où ça a été annoncé et le moment où la Commission européenne
à négocier. Il a fallu trouver d'autres États membres qui soient partenaires, puisque sinon Deadland n'acceptait pas de relancer la chaîne de fabrication. Et puis ça a été 2 années très longues de discussion, parce que tous les pays de l'Union européenne, en fait, n'avaient pas forcément les mêmes besoins ou la même vision sur les équipements qui devaient être demandés pour chaque appareil. Voilà, donc c'est vraiment important. Je pense que quand on a connu la période Covid, quand on voit les méga-feux sur le continent américain, on n'est pas à l'abri. Voilà, qu'en cas de pénurie ou de manque d'appareils, la priorité, je pense pas que ce soit l'Europe qui soit une priorité à ce moment-là, et ces appareils après pourraient aller uniquement ou en priorité sur le continent américain. Donc il faut vraiment retrouver une souveraineté nationale et s'inscrire aussi pleinement dans le cadre du programme de l'Union européenne. Parce que quand on a des méga-feux, on a besoin de la solidarité pour tous. Et puis là, on est complètement dans le vif du sujet, malheureusement. D'ailleurs, les méga-feux européens, on parle de l'Aude parce que c'est quand même historiquement l'un des feux les plus incroyables et les plus dramatiques qui existent. Mais ça coûte combien un Canadair? Est-ce qu'on a, alors que par exemple la France est déficitaire en ce moment, les moyens réels de pouvoir réinvestir dans des usines qui feront des Canadair en France, par exemple, ou en Europe, pour être plus près? Et est-ce qu'on en a les moyens financiers? Parce que ça coûte très cher, un Canadair. Alors, quand on achète un appareil à Havilland, en plus du coût de l'appareil, il faut rajouter évidemment tous les équipements pour que ça puisse fonctionner, et il faut rajouter des droits de douane. C'est un autre petit sujet très actuel. Très actuel. Voilà. Et quand on rajoute le tout cumulé, on arrive à peu près à 60 millions d'euros. Voilà. Donc moi je pense qu'en France on peut être en capacité à produire en plus pour moins cher, mais en tout cas on a une très belle filière industrielle aéronautique. En France, on a plusieurs entreprises, une qui s'installe là dans les Bouches-du-Rhône et qui est vraiment en capacité de fournir un bombardier d'eau avant 2030. Et de l'autre côté, pour patienter, il faut utiliser le rétrofit, c'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser des appareils qui sont déjà là et on va les équiper avec, par exemple, un kit de largage. Ce sont des appareils qui servent aujourd'hui à faire du fret, voire du transport, voire des avions militaires comme le A400M que l'on voit, qu'on a vu encore à Mayotte récemment, enfin sur tous les gros événements. Et il y a eu des tests pour pouvoir rajouter des kits de largage qui sont plutôt satisfaisants, même si aujourd'hui tout ça n'est pas homologué ni validé, mais on voit qu'on a des pistes pour permettre de patienter. Alors évidemment, pour le moment, avec un coût de maintenance important pour les Canadair, d'autant plus que les Canadair, il y a souvent un problème d'érosion. Vous savez que ce sont des avions amphibiens, c'est-à-dire des avions qui peuvent écoper sans être obligés en fait de se poser au sol. Mais ces avions avaient été faits pour les grands lacs canadiens. Et donc quand ils écopent en mer, on a les problèmes de corrosion que l'on connaît. Il y a Brigitte sur la page Facebook de Sud Radio qui dit voilà, l'aéronautique chez nous et en Europe se porte plutôt bien. Il faut construire chez nous. D'ailleurs, il faut construire chez nous. Je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire précédemment, c'est-à-dire que tout ce qui est la possibilité de rétrofiter d'autres bâtiments de l'armée, etc. Mais on a un problème de longueur administrative. Vous dites c'est pas homologué, etc. À quel moment on pourrait pas un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire accélérer ce type de choses? Mais ça se fait déjà sur un appareil qui s'appelle l'ATR. Ça se fait déjà. Le rétrofit se fait déjà. Oui, ça je suis d'accord. Il y a déjà des appareils. Sophie, je suis d'accord, mais vous dites il n'est pas encore homologué, donc ça veut dire que pour l'instant il peut pas faire. Non, là il y a eu au printemps, il y a eu parce que je vous ai cité le A400M. Donc sur l'A400M, il y a eu des premiers tests qui se sont très bien passés. Là, il devait y en avoir une deuxième série de tests avec des quantités plus importantes d'eau. Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut pas non plus se précipiter. Il faut pouvoir vraiment assurer la sécurité, à commencer des pilotes, mais aussi de la population. Et voilà. Mais il y a déjà des solutions de rétrofitage qui sont possibles. Après, l'actualité, la réalité, le changement climatique nous rattrape. Il va beaucoup plus vite que nous. Quand on voit les feux qui prennent partout, y compris qui deviennent de plus en plus extraordinaires, dans le sens extraordinaire, pas dans le sens positif du mot. C'est vrai qu'il faut bouger très vite maintenant. On n'a plus le temps d'attendre, entre guillemets.
mais en tout cas, c'était le sens de nos 2 rapports, aussi bien au moment du vote du budget l'année dernière que ce rapport dans le cadre du printemps de l'évaluation que le groupe socialiste a demandé. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de préparer la population. Et par exemple, il peut y avoir des réserves communales citoyennes qui peuvent du coup venir en renfort des sapeurs-pompiers, notamment sur la logistique, pour prévenir, anticiper. Il y a des nettoyages à faire. Il va quand même falloir aussi qu'il y ait une législation, en tout cas une réglementation qui soit appliquée parfois avec un peu plus de discernement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut plus faire, et puis on se rend compte que lorsque il y a moins d'agriculteurs, lorsqu'on a moins de coupe-feu, c'est aussi on donne à manger au feu, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis vous avez les plans communaux aussi qui peuvent être mis en place. Il faut anticiper ces situations pour que chacun, au moment de la crise, puisse être le plus efficient et efficace. Merci beaucoup d'être intervenue. Sophie Pantel, députée socialiste de Lozère, co-rapportrice du rapport. Si je peux me permettre. Bien sûr. Et aussi peut-être réapprendre, répéter à chacun, on jette pas une cigarette, on fait pas un barbecue dans la forêt, enfin des choses qui nous paraissaient il y a quelques années mais tellement évidentes. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut réapprendre aux uns et aux autres aussi à vivre à côté de la nature, puisque la plupart des départs de feu sont dus à l'humain. 9 sur 10. Si le réchauffement climatique accélère les choses. 9 feux sur 10 sont liés à la main humaine, même si quelquefois elle n'est pas consciente. Ce n'est pas fait de façon, je sais plus comment on dit, coupable entre guillemets. Merci en tout cas, vous m'avez offert volontaire. Merci. Vous m'avez offert la transition parfaite, Sophie Pantel, car juste après vous, on va parler de tous les gestes à adopter, prévention, forêt, gestes à adopter. Est-ce que l'on peut nous aussi essayer d'éviter et de préparer, de ne pas passer à l'irréparable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Pantel, députée socialiste de Lozère, co-rapportrice du rapport parlementaire sur la maintenance des canadaires que vous trouvez sur le site du CNES. Faire face aux incendies, on a fait un point sur les canadaires il y a de cela quelques instants avec Sophie Pantel qui a commis avec un de ses collègues un rapport parlementaire sur la maintenance des canadaires et qui demande à ce que l'on puisse retrouver en France la construction de nos canadaires. Ça, c'est quand même aussi très important. Et puis maintenant, on va passer à nous, oui, vous qui nous écoutez et moi, c'est-à-dire nous, les Français. Comment on peut faire face aussi aux incendies? Est-ce qu'on en a les moyens? Alors il y a l'ONF, bien sûr, l'Office national des forêts. On verra en deuxième partie aussi avec Marie-Pierre Jeanvrin les bons gestes à adopter chez nous, parce qu'on voit bien que le feu maintenant avec la sécheresse, le changement climatique peut arriver partout et pas simplement que dans le sud ou dans la région ouest de la France. On va commencer avec vous, Julien Panchou. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Directeur de l'agence ONF Bouches-du-Rhône dans le Vaucluse, très exactement, Office national des forêts. Un mot de votre part sur ce qui se passe actuellement sur l'Aude? En ce moment, on avait tout le cocktail pour que ça puisse, pour qu'on puisse avoir un grand feu, et malheureusement, il s'est déclaré. Donc évidemment, on s'y attendait. C'était le feu qu'on attendait depuis plusieurs années, mais voilà, il est enfin arrivé. Et on s'y attendait. Malheureusement. On s'y attendait parce que les conditions d'évolution du climat sont telles que on a des sécheresses de plus en plus répétées et puis des phénomènes un peu extrêmes. Donc là, on avait le cocktail parfait avec une sécheresse importante, de la végétation, des températures chaudes et puis un vent important. Donc voilà, c'est ce qui a fait que il s'est déclenché et qu'il est allé aussi vite. On parle évidemment de ce que l'on peut faire. Est-ce qu'on a les moyens de faire face aux incendies? Alors avec vous, Julien Panchou, puisque vous êtes, je le rappelle, entre autres directeur ONF pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, quels sont les changements les plus notables depuis des années que vous, avec l'ONF, vous avez mis en place pour la gestion des forêts? Nous, on a une mission dans le cadre de la surveillance des massifs qui nous est confiée par l'État. Donc, c'est une mission d'intérêt général. Et donc, elle consiste à mettre en place des patrouilles, deux types de patrouilles. On a des patrouilles
qui interviennent sur les feux naissants. Donc, c'est des patrouilles qui sont armées de porteurs d'eau et qui interviennent sur les départs de feu dans des secteurs en essayant d'intervenir le plus vite possible et avant les pompiers. Donc, c'est ce qui fait que tous les feux qui éclosent ne vont pas jusqu'à un feu déclaré. C'est typiquement le mégot qui va tomber et sur lequel on va pouvoir intervenir rapidement. On a également des patrouilles de prévention et d'intervention qui permettent de rencontrer le public, donc au plus près des personnes qui sont en forêt et d'essayer de leur rappeler les bons gestes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de départ de feu. Donc ça, c'est effectivement, excusez-moi, parce que ça va trop vite que vous mettez au quotidien. Moi, quand je parlais de gestion de forêt également, excusez-moi de vous avoir coupé la parole, Julien Panchaud, mais c'est est-ce qu'on doit réinventer, repenser la forêt, des essences différentes selon les régions, à mettre des essences peut-être un peu moins susceptibles de brûler vite, avec des plans de dessin des forêts, en y incluant de grandes allées tellement, comme ils ont fait du côté de la Gironde suite au grand feu qu'on avait découvert et qu'on avait vécu dans les Landes, où il y a des grandes allées qui sont des coupe-feux. Vous voyez ce que je veux dire? La gestion des forêts, ça peut aussi passer par là. Tout à fait. Alors, l'adaptation des forêts au changement climatique, ça, c'est une autre mission qui nous incombe. Et là, l'idée, c'est de pouvoir adapter les plantes au climat de demain. Mais en fait, quand vous avez un grand feu qui arrive, quelle que soit l'essence, en fait, la chaleur est telle que toutes les essences brûlent de la même manière. Donc, il n'y a pas vraiment de choix d'essence qui serait adapté et qui permettrait de ralentir le feu. En revanche, ce que vous évoquez, c'est-à-dire le fait d'avoir des pistes bien placées, donc là, c'est une habitude qu'on a déjà dans les zones sud, notamment toute la zone du pourtour méditerranéen, mais également dans les secteurs de Gironde. C'est en fait, on travaille dans ce qu'on appelle les plans de massif. On analyse à l'échelle d'un massif forestier d'où peut venir le feu et qu'est-ce qu'il pourrait brûler en fonction des vents dominants, en fonction de tout ce qu'on connaît des éléments de ce massif, des pentes, etc. Et donc, on définit un quadrillage constitué de pistes qui permettent aux forces de lutte, aux pompiers, d'intervenir plus facilement s'il y a un feu et de mettre en place, le cas échéant, des coupe-feux sur certains grands massifs. Ouais. Et puis le débroussaillage également, on en parle. Et là, nous aussi, on est acteurs de cela, autant dans nos jardins ou surtout quand on est en lisière comme ça de forêt et autres. Le débroussaillage, vous le faites aussi dans les forêts qui sont à risque? Tout à fait. Ça fait partie de la mission qui nous est confiée par l'État, donc la mission d'intérêt général. Donc on a des personnels de l'ONF qui entretiennent en fait ce qu'on appelle les bandes débroussaillées de sécurité ou les obligations légales de débroussaillement au bord de ces pistes et qui permettent d'entretenir 10, 15, 20, 50 mètres, 100 mètres parfois, selon les endroits, en fonction des enjeux. Ouais. Merci beaucoup Julien Panchaud d'avoir été avec nous, vous qui êtes le directeur de l'agence de l'Office national de forêt des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Là en ce moment, juste avant de retrouver notre deuxième invité, on est aussi en alerte rouge chez vous? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de massifs qui sont fermés. Il faut bien regarder pour cela le site de la préfecture, de la préfecture de département. Chaque département est différent et sur chaque site de la préfecture, il y a l'ensemble des éléments qui permettent de savoir si les massifs sont ouverts, si on peut y aller ou pas. Et puis les gestes, mais basiques de bon sens. Pas de mégot, on ne lance pas sa cigarette et pas de barbecue en ce moment, évidemment. Bon, merci beaucoup, Julien Panchaud. J'ajouterai à ça, je vous remercie aussi, mais j'ajouterai à ça deux autres éléments. C'est vraiment de bien réaliser les obligations légales de débroussaillement lorsqu'on y est soumis autour de sa maison.
Et j'ajouterais aussi à ça le fait de pas faire de travaux à risque. Donc ça peut être de disqueuses, ça peut être aussi des débroussailleuses dans les jours où c'est interdit. Et ça, pour ça, il faut regarder le site de la préfecture. Eh ben merci beaucoup. Allez, tout de suite, on continue d'ailleurs de parler des bons gestes à adopter chez soi. On accueille tout de suite Marie-Pierre Jeanvrin qui est avec nous. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Responsable prévention à la Massif, que je connais bien par ailleurs. Voilà, je voudrais qu'on parle vraiment des bons gestes à adapter chez soi. Donc tout ce qui est débroussage, on vient d'en parler, les aiguilles de pain, allez-y, parce que là on est vraiment sur le pratico-pratique et on peut le répéter. Oui, alors nous, à la Massif, on conseille un certain nombre de choses. Bien sûr, avant le feu, c'est d'anticiper. Donc, ce qu'on rappelle souvent, alors là, Monsieur Planchon l'a rappelé, c'est d'être à l'écoute des consignes des autorités, notamment des préfectures, bien sûr, et d'être vigilant en cas d'alerte, mais c'est de se tenir prêt à tout moment. Donc, ça veut dire quoi? En tant que assureur, nous, on insiste aussi sur le fait de prendre des photos de ses biens, de son mobilier. Et c'est après, ce qui a été rappelé là, c'est d'entretenir régulièrement les alentours, son jardin, donc débroussailler bien sûr, nettoyer régulièrement aussi la façade de sa maison, la toiture, les gouttières, ça c'est des éléments importants. S'assurer aussi qu'on n'a pas des combustibles dans le jardin, on va les ranger. Vous voyez, le gaz, le fioul, le bois, on n'entasse pas ça n'importe où. Et puis c'est d'éliminer bien sûr les potentiels déclencheurs de feu, tout ce qui va être, vous l'avez dit, les mégots, mais il y a aussi les morceaux de verre, les restes de travaux de bricolage. On évitera bien sûr le barbecue, tout ce qui est travaux de type disqueuse comme vous l'avez dit. Et puis de prévoir, alors nous on le rappelle aussi, de prévoir des zones d'arrivée d'eau autour de sa maison. Ça c'est important aussi, des tuyaux d'arrosage, des points d'eau à chaque pignon de sa maison, ça c'est des éléments assez importants. Donc on va être assez vigilants, nous en tant que Massif, à avoir cette culture du risque. Madame Pantel le rappelait tout à l'heure, c'est vraiment de préparer la population désormais. On va plus pouvoir, il va falloir se préparer à affronter ces nouveaux aléas. Voilà, on est vraiment de plus en plus conscient de tout cela et partout dans toutes les régions, on va rajouter qu'il ne faut pas hésiter à laisser les portails ouverts. Comme ça, si les pompiers ont besoin d'accéder, bim, il n'y a pas de clé là. Couper le gaz et l'électricité en cas d'évacuation, ça c'est important également. Et puis, je voudrais quand même, moi, vous poser une autre question, parce que ça va très très vite ce matin. La Massif, c'est une assurance évidemment qu'on connaît bien, une mutuelle d'assurance. Il va y avoir tellement de choses qui vont changer. Le coût de cet incendie dans l'Aude est tellement énormissime. Comment vous, les assurances, vous allez pouvoir gérer ça? Et qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est toute l'importance de la solidarité. Là, on va voir, on va voir tout ça. Moi, je vais vous parler en tant que préventrice. Donc, nous, on prépare les populations sur les territoires avec un certain nombre d'enjeux et d'actions de sensibilisation. Et ça, il va falloir que nous, et on est au niveau de France Assureur, on prépare effectivement les populations à tout cela et à comment on va pouvoir demain endosser tous ces risques-là, effectivement. Il y a une chose, alors là on a parlé d'anticipation sur la prévention, mais c'est après quand on est confronté à l'arrivée du feu, il y a beaucoup de choses à connaître. Là on l'a rappelé avec Monsieur Planchon, c'est qu'il faut suivre les consignes des autorités. Si les autorités vous disent de rester dans votre maison, vous restez dans votre maison. Si on vous dit d'évacuer, vous partez. Vous ne vous posez pas la question, là encore, ça a été dramatique. Oui, tout à fait. Et malheureusement. Et un autre conseil pour conclure? Et si on vous dit de rester dans votre maison, pensez à tout ce qui va être zone de refuge. Donc une pièce d'eau, là pour le coup, ça va être de fermer vos portes, fermer les vitres, fermer les volets, mettre des linges humides autour des vitres, autour des portes, parce qu'il y a aussi les fumées qui vont être toxiques, et d'avoir des linges humides aussi à portée de main pour, si malheureusement les fumées arrivent, etc., que vous puissiez vous les mettre sur la bouche, sur le nez, pour ne pas respirer toutes ces
c'est fumé. Et puis bien sûr d'avoir une radio à proximité pour suivre les consignes des autorités. Tout à fait. Merci beaucoup Marie-Pierre Jeanvrin, responsable prévention de la Massif, qui était avec nous sur Sud Radio pour les bons conseils. Et voilà, tout le monde est solidaire aussi, y compris à l'antenne de Sud Radio, pour essayer de partager au maximum les bonnes informations. Bonne journée à vous Marie-Pierre Jeanvrin. Merci d'avoir été avec nous. Allez, dans quelques instants, pour la fin de notre émission, 2 jolies escapades. L'une qui va nous mêler nature et sculpture, et la dernière qui nous permettra de retrouver notre ami Rémi André pour ses escapades. Sud Radio, les sentiers de l'été. Je ne sais pas si vous aimez randonner. Je ne sais pas si vous aimez juste vous promener. Eh bien, vous allez comprendre que ce que je vais vous proposer n'est pas une balade ou une randonnée comme les autres. On va aller au cœur d'un paysage sauvage de Lozère, très exactement, avec le village d'Altier qui abrite un sentier pas tout à fait comme les autres. Béatrice Dedé, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes la présidente de l'association Sculpture en Liberté, et je parle d'un sentier parce que c'est le sentier de Sculpture en Liberté qui est dans ce très joli village d'Altier en Lozère. C'est un sentier de plus de 3 km sur lequel il va se passer pas mal de choses et on va voir beaucoup de belles sculptures. Oui Laurence, effectivement c'est un sentier qui sillonne notre village, donc entre montagne et rivière, et nous avons la chance d'abriter, en fin de compte, 23 sculptures monumentales. Ce sont des sculptures contemporaines, d'art contemporain, de 2-3 mètres de haut, qui ont été disposées le long d'un sentier et donc qui sillonnent dans le village, un village typique de Lozère, avec son architecture et puis ses montagnes de châtaigniers. Voilà, donc on a cette chance-là. On a 23 artistes qui nous ont confié une œuvre. Et donc c'est 23 sensibilités différentes. Ça permet vraiment au public gratuitement. Hein, c'est un sentier. En plus. Voilà, c'est un musée à ciel ouvert gratuit. Ça permet de découvrir effectivement la vallée de l'Altier en sillonnant au travers de sculptures contemporaines. D'où est venue l'idée que je trouve assez extraordinaire, parce que des fois, dans certaines zones de France, on n'a pas accès à un musée, on n'a pas accès à... C'est vrai. En fait, l'idée, elle est venue initialement de la mairie, de Monsieur Balme, le maire, qui voulait vraiment créer une dynamique au sein du village lozérien. Et nous avons la chance d'avoir un sculpteur dans notre village qui s'appelle Bernard Didel, qui est un sculpteur d'art contemporain. Et il a été mis dans la boucle, et puis là l'idée a germé, et puis il y a eu pas mal de bénévoles qui sont mobilisés, et Bernard a pu attirer entre guillemets ses confrères, parce que vous savez il fait des expos un peu dans le monde entier, et bon principalement en Europe, et donc il a su attirer ses confrères et les convaincre de venir poser une œuvre à Altier. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Donc c'est Bernard et son épouse Colette qui ont vraiment œuvré avec les bénévoles et les locaux aussi, qui ont accepté de mettre à disposition un morceau de terrain pour accueillir une sculpture contemporaine. Donc et c'est Bernard qui a réussi. Et puis aujourd'hui, alors je vous avoue, moi je suis présidente depuis 2 ans. Hein. Je prends le relais. Mais c'est vraiment eux qui ont créé tout ça. Et ce qui est super satisfaisant, si vous voulez, c'est que les artistes d'art contemporain maintenant demandent à venir. Ouais, donc ça c'est super vraiment pour. Donc ça permet aux gens de découvrir l'art contemporain dans un site naturel qui est assez magnifique. Alors c'est assez extraordinaire, et d'ailleurs je vais inviter tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio de ne pas hésiter à aller sur le site internet de sculptureenliberté.com. Vous allez cliquer évidemment tout ce que vous voulez, mais sur les artistes, on rencontre aussi des gens qu'on n'a pas spécialement l'occasion de découvrir, parce que l'art contemporain n'est pas accessible à tous. Il l'est grâce à vous. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quelquefois, si on n'a pas été initié, on va pas avoir l'idée d'aller visiter une expo d'art contemporain ou des choses comme ça. Et là, c'est vraiment l'art qui se met. C'est pas nous qui nous mettons à la portée de l'art, c'est l'art qui se met à la portée de tous. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'art contemporain qui rencontre le milieu rural. Et alors ce qui est super aussi, c'est qu'on a des randonneurs qui viennent faire ce
ce sentier qui fait 3 km. Qui est accessible à tous, hein, on va le dire. Oui, accessible à tous, donc, et des randonneurs qui viennent plutôt pour le site naturel et qui vraiment, comme vous le dites, découvrent grâce à ça l'art contemporain. C'est vraiment très beau, hein. Il y a combien d'artistes en tout là aujourd'hui ? 23. Wow. 23. Et depuis l'an dernier, on en a accueilli 3 nouveaux. Donc, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. En 2 ans, on a 3 nouvelles œuvres. Voilà, donc pour ceux qui arrivent tout juste à l'écoute de Sud Radio, le village s'appelle Altier, A-L-T-I-E-R. Hein, et il y a plein de choses à faire. Altier. Il y a la rivière, il y a un camping, il y a un bon restaurant, une biscuiterie. Et vous avez le château du Champ aussi, qui est un château Renaissance, qui est très chouette et qui est ouvert seulement la journée du patrimoine. Mais c'est vraiment un lieu... Enfin, tous les alentours d'Altier sont assez sympas à découvrir. Alors pour avoir fait une expérience nouvelle à la maison, où j'ai prêté ma maison pour faire une exposition d'art cette année, je me suis rendu compte qu'on ne pose pas les œuvres n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Comment avez-vous travaillé pour faire une belle exposition ? Comment avez-vous choisi tel endroit, tel site pour telle sculpture ? Est-ce que vous avez travaillé avec les artistes ou est-ce que c'est, on va dire, je sais pas moi, la commissaire de l'exposition, par exemple ? Comment ça marche ? Comme je vous le disais, hein, c'est essentiellement notre artiste local, Bernard, qui a composé avec évidemment ses confrères, les artistes. Chacun est venu apporter sa sculpture, son œuvre. Et Bernard avait déjà avait pris des options en fonction justement de la matière, parce qu'on a des sculptures qui sont en bois et des sculptures qui sont en métal ou en pierre. Et donc, en fonction de l'emplacement, il avait fait des suggestions. Mais les artistes ont été effectivement associés à la manière de les placer et à l'endroit choisi. Et bon, alors là, dernièrement, on a placé une sculpture à côté des ruines du château. Je vous avoue que là, c'est plutôt nous qui avons fait la proposition, mais l'endroit est parfait pour le nouveau sculpteur Jean-Charles Stora. Et l'année dernière, on a placé une sculpture qui s'appelle Mikado. Alors vous voyez, c'est des grands Mikado géants, vous voyez, blanc et noir. Eh bien, Bernard l'a suggéré à côté d'un massif de bouleaux, et c'est vrai que ça fait super, quoi, parce que là, il y a la nature qui reflète en fait avec la sculpture, voilà. Donc, il y a une réflexion effectivement du positionnement en fonction de la matière, de la couleur. Il existe depuis combien de temps le sentier ? Depuis 10 ans. On vient de fêter le 6 juillet là, les 10 ans, l'anniversaire. On a fait une fête dans le village avec aussi. On a associé les producteurs locaux pour faire découvrir aussi nos productions, puisqu'on a plusieurs fermes parce que la base, je dirais, de l'activité est très agricole dans notre vallée. Donc il y a la production de jus de pomme. On a une vallée avec des vergers de pommiers. On a 3 fermes qui font de la production de lait de vache, de lait de chèvre, mais aussi de la viande. Enfin voilà. Donc on a aussi une biscuiterie avec Kadia qui elle est originaire de Côte d'Ivoire et qui nous fait des chocolats avec des fèves de cacao qui sont super absolument chouettes. Top. Ouais. Vous me donnez faim là, vu l'heure. C'est un très bon restaurant. Vous êtes vraiment amoureuse de votre village et vous en parlez très bien. Je voudrais. Quel est le regard des villageois sur ce sentier avec 10 ans d'existence et quel est le regard quel est le regard des touristes quel est le retour surtout ? Quel retour vous avez ? Alors, je vous le disais, on a fêté les 10 ans le 6 juillet. Et comme je l'ai expliqué, on a vraiment 3 grandes sources de satisfaction. Mais on voit effectivement les randonneurs de plus en plus nombreux sur ce sentier. Et le plus grand retour sont les locaux, puisqu'on a des voisins, des amis qui habitent dans le village, qui n'étaient pas forcément branchés art contemporain, mais qui ont accepté de mettre à disposition quand même, je vous le disais, un bout de terrain. Oui, mais au-delà de ça, personne n'a râlé. Voilà. Ils sont heureux. Ils sont heureux de voir la fréquentation du sentier
Et aujourd'hui, même si au départ il y avait quelques réticences, le retour qu'on a, c'est vraiment une adhésion des locaux. Et ça, c'est un grand point de satisfaction pour l'association, vraiment. En tout cas, c'était un joli sentier de l'été qu'on voulait vous proposer. Et merci à Hugo de vous avoir trouvé. Le sentier de l'été en liberté, comme je vous le disais, c'est sur la Lozère. Et c'est un très joli village qui s'appelle Altier, avec un sentier artistique qui est unique en France, peut-être même unique au monde. Allez-y, il y a 23 sculptures incroyables de différents artistes qui sont là. Et un autre regard sur ce joli coin de France. Merci beaucoup à Béatrice Dedé d'avoir été avec nous, présidente de l'association Sculpture en Liberté. Et vous l'avez entendu, totalement amoureuse de sa vallée et de son village. Allez, à suivre dans quelques instants. Eh bien, lui aussi est amoureux de tout, de la France, de ses producteurs, un peu comme moi d'ailleurs, de ses consommateurs, comme nous sommes. C'est l'ami Rémi André que nous retrouvons pour ses escapades. Et il nous emmène du côté de Marcillac.